Les mains d'Amina Diallo tremblaient alors qu'elle fixait l'écran de son téléphone, les larmes roulant sur ses joues, tandis que son fils de 6 mois, Idriss, pleurait à chaudes larmes sur le sol crasseux des toilettes de l'aéroport. 3 tweets. C'était tout ce qu'il avait fallu pour mettre à genoux une compagnie aérienne valant des milliards. Son écran débordait de notifications. Des milliers de messages, des menaces de mort mêlées à un soutien mondial inattendu. La voix du PDG d'Aigle Azur résonnait encore dans son esprit. Un message vocal glacial. « Vous avez tout détruit. Nous venons pour vous. » Tout ce qu'Amina avait voulu, c'était un peu de dignité pour son bébé. Mais maintenant, elle craignait pour leur vie. Comment un simple vol avait-il pu se transformer en une lutte pour la survie? 3 semaines plus tôt, Amina, une journaliste indépendante de 32 ans, embarquait à bord du vol 703 d'Aigle Azur, de Paris-Charles de Gaulle à Marseille, avec un mélange d'excitation et d'anxiété. Elle venait de décrocher un contrat important avec un magazine culturel parisien, une victoire pour sa carrière. Mais voyager seule avec Idriss, son nourrisson, la rendait nerveuse. Dès qu'elle posa le pied dans l'avion, le sourire de l'hôtesse de l'air, Camille Lefort s'effaça. Camille vérifia son billet de première classe 2 fois, les lèvres pincées. « Vous êtes en 3A, dit-elle sèchement, sans offrir l'aide qu'elle avait prodiguée aux passagers blancs devant Amina. « Dépêchez-vous, nous sommes en retard. » Amina ajusta le porte-bébé d'Idriss et avança dans l'allée, remarquant que Camille retrouvait immédiatement son amabilité pour un couple de retraités blancs juste derrière elle. Elle tenta d'ignorer l'incident, s'installant avec Idriss, qui dormait paisiblement après une matinée épuisante. Le vol décolla sans encombre, mais au-dessus de la Bourgogne, des turbulences inattendues secouèrent de l'appareil. Le voyant des ceintures s'alluma et Idriss se réveilla en sursaut, hurlant. Amina sentit immédiatement l'odeur. Il fallait changer sa couche, et vite. Mais les turbulences les retinrent attachés pendant 20 longues minutes. Quand le voyant s'éteignit enfin, Idriss pleurait à fendre l'âme, et la situation était devenue critique. « Je dois changer mon bébé », dit Amina à Camille, qui passait avec un chariot de boissons. L'hôtesse jeta à peine un regard au bébé en détresse. « La table allongée est dans les toilettes avant, soyez rapide. » Amina se précipita, Idriss dans les bras, pour découvrir un panneau « hors service » sur la table allongée. La surface en plastique était fissurée, inutilisable. Tenant Idriss d'un bras et ses affaires de change de l'autre, elle retourna vers le galet où Camille préparait des boissons. « La table allongée est cassée. Avez-vous une autre solution ?» demanda Amina poliment. Camille, visiblement agacée, répondit. « C'est dommage. Vous devrez vous débrouiller. » « Me débrouiller. Mon bébé a besoin d'être changé maintenant. » Camille haussa les épaules. « Essayez le sol des toilettes. Soyez rapide et nettoyez après. » Stupéfaite, Amina resta figée alors qu'Idriss continuait de pleurer. Une passagère blanche, Sophie Martin, une mère avec son propre bébé, s'approcha. « Excusez-moi, dit-elle à Camille. Je dois changer mon petit. » Sans hésiter, Camille afficha un sourire chaleureux. « Bien sûr, je vais vous chercher notre tapis de change portable. On les garde pour les urgences. » Elle sortit un tapis pliable propre d'un placard qu'Amina n'avait même pas remarqué. Amina observa, incrédule, alors que Camille escortait Sophie jusqu'aux toilettes, tenant la porte pour elle. « J'ai besoin d'un de ces tapis aussi, » déclara Amina lorsque Camille revint. « Désolé, nous n'en avions qu'un seul. C'est la politique de l'entreprise de réserver les commodités aux passagers ayant réservé à l'avance. » C'était un mensonge flagrant, et elles le savaient toutes les deux. Amina n'avait vu aucune option pour réserver un tapis de change lors de la réservation de son billet. Sans autre choix, elle retourna aux toilettes, posa son propre tapis sur le sol immonde, dégoûtée à l'idée de devoir y allonger Idriss. Sortant son téléphone, elle documenta la scène, filmant la table allongée cassée, le sol crasseux et la détresse d'Idriss. De retour à son siège, elle remarqua les regards des autres passagers. Une femme âgée murmura à son mari, assez fort pour qu'Amina l'entende. « Ces gens-là ne savent jamais contrôler leurs enfants. » Amina s'installa, tentant d'ignorer les commentaires, mais un steward, Julien Moreau,
la regardait avec une compassion évidente. Lorsqu'il vint lui proposer une boisson, il se pencha et murmura « Je suis désolé, ça arrive trop souvent. »« Quoi donc ?» demanda Amina. Julien hésita. « Je ne peux pas en dire plus. J'ai besoin de ce travail. » Il s'éloigna rapidement. À mi-parcours du vol, Idriss recommença à s'agiter. Alors qu'Amina tentait de le calmer, Camille réapparut. « Plusieurs passagers se sont plaints du bruit. Vous devez contrôler votre enfant. » Amina regarda autour d'elle. D'autres bébés pleuraient, mais aucun parent n'était interpellé. « Pourquoi me visez-vous alors qu'il y a 3 autres bébés dans cet avion ?» demanda-t-elle. Le visage de Camille se durcit. « Je ne vise personne, mais si vous continuez à perturber, la sécurité vous attendra à l'arrivée. » « Perturber ? J'essaie de réconforter mon bébé après que vous m'avez forcé à le changer sur un sol dégoûtant. Baissez la voix immédiatement, ou je préviens le commandant. » Alors que Camille s'éloignait, Amina sentit une colère familière monter en elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait face à de la discrimination. On l'avait suivie dans des boutiques de luxe à Paris. On lui avait demandé si elle appartenait à son propre immeuble de bureau. On l'avait prise pour la nounou d'Idriss plutôt que pour sa mère. Quelques minutes plus tard, la voix du commandant retentit dans l'intercom. « Mesdames et messieurs, tout comportement perturbateur ne sera pas toléré. Le passager en siège 3A doit se conformer aux instructions de l'équipage, sous peine de conséquences à l'atterrissage. » Son numéro de siège, annoncé publiquement, comme si elle était une criminelle. Idriss, sentant sa tension, se mit à pleurer de plus belle. Une détermination froide remplaça le choc d'Amina. Elle pensa à toutes les fois où elle avait ravalé sa colère, sourit face à l'injustice pour éviter les conflits. « Pas cette fois », murmura-t-elle à Idriss en l'embrassant sur le front. À l'atterrissage à Marseille, son cœur battait à tout rompre. La sécurité l'attendait-elle vraiment? Comment protégerait-elle Idriss si la situation dégénérait? Alors que les passagers rassemblaient de leurs affaires, elle sécurisa Idriss dans son porte-bébé, consciente des regards autour d'elle. En descendant sur la passerelle, 2 officiers de sécurité en uniforme s'approchèrent. L'un d'eux, un homme massif nommé Philippe Durand, envahit son espace personnel. « Madame, veuillez vous écarter, » ordonna-t-il, saisissant son coude. « Je tiens mon bébé, pouvez-vous me laisser de l'espace ?» protesta Amina. Durand ignora sa requête, détacha le porte-bébé et le tendit à un collègue. « Non, il est en sécurité avec moi. De quoi s'agit-il ? » « Vous avez été signalée comme agressive pendant le vol. C'est la procédure pour les passagers perturbateurs. » Plusieurs passagers s'arrêtèrent pour observer. Sophie Martin, la mère Blanche qui avait reçu le tapis de change, commença à filmer avec son téléphone. Un homme plus âgé cria « Faites ce qu'ils disent. Certains compliquent toujours tout. » Amina tint bon. « Je ne me séparerai pas de mon fils. Il n'y a eu aucun comportement agressif. J'ai été victime de discrimination raciale par votre hôtesse, qui m'a forcé à changer mon bébé sur le sol alors qu'elle fournissait des équipements aux mères blanches. » Durand arracha la sangle du porte-bébé de son épaule, faisant hurler Idriss. Sophie, indignée, s'avança. « J'étais là. Cette femme n'a rien fait de mal. Votre hôtesse a donné un tapis à une autre mère, pas à elle. J'ai tout filmé. » La foule grossissait, certains filmant, d'autres commentant. « C'est typique de ces gens-là, toujours à chercher des privilèges, » marmonna une femme. « Laissez-la tranquille, » intervint un homme d'affaires noir. « J'étais sur ce vol, elle n'a rien fait de répréhensible. » Alors que la tension montait, une responsable du service client de l'aéroport, Isabelle Dubois, arriva. « Quel est le problème ?» demanda-t-elle, jetant à peine un regard à Amina. « Votre officier m'a séparé de mon enfant de force, » expliqua Amina, la voix tremblante. « Votre hôtesse m'a forcé à changer mon bébé sur un sol crasseux tout en offrant des tapis aux passagères blanches. » Isabelle resta impassible. « Il y a sans doute un malentendu. Aigle Azur valorise tous ses clients. »« Il n'y a aucun malentendu. J'ai des preuves vidéo. » Isabelle soupira. « Nous pouvons vous offrir un bon de 50 € pour le désagrément. » « Un désagrément ?
C'est de la discrimination raciale? C'est une accusation grave, sans preuve. J'ai dit que j'ai des preuves vidéo. Isabelle échangea un regard avec Durand. Nous examinerons votre plainte officiellement si vous insistez, mais acceptez le bon, et nous pouvons tous passer à autre chose. Amina tint bon. Je veux une enquête formelle et une documentation de l'incident. Mettez cassé Tsaï. Alors qu'Isabelle la conduisait à contre-cœur au bureau du service client, un employé noir, Malik Touré, croisa son regard. Pendant qu'Isabelle était occupée par des formalités, il glissa discrètement sa carte de visite à Amina. « Documentez tout, murmura-t-il. Ça arrive tout le temps. Je veux aider. » Amina passa 1 heure à rédiger une plainte détaillée, décrivant l'incident, citant les témoins et mentionnant ses preuves vidéo. Isabelle assura que la plainte serait examinée, mais son ton laissait peu d'espoir. En quittant l'aéroport, Amina découvrit en ligne des dizaines de plaintes similaires contre Aigle Azur, toutes ignorées ou étouffées. Ce soir-là, Idriss développa une éruption cutanée rouge et douloureuse sur les jambes, nécessitant une visite en urgence chez un pédiatre. « Le sol des toilettes d'un avion ?» sorrifia le médecin. « C'est inacceptable. » Amina posta son expérience sur Twitter, décrivant l'incident sans partager la vidéo. Son message reçut des centaines de commentaires solidaires, beaucoup partageant des expériences similaires. Le lendemain matin, elle reçut une réponse par email d'Aigle Azur, un message automatique contenant une erreur. Une communication interne jointe par mégarde. Un manager écrivait « Encore une qui joue la carte du racisme. Ignorez jusqu'à ce que ça passe. Ces plaintes ne tiennent jamais. » Cette phrase fit basculer quelque chose en Amina. Elle avait respecté les règles, déposé une plainte officielle, et voilà leur réponse. Avec des doigts tremblants, elle téléchargea sa vidéo sur Twitter avec 3 légendes percutantes. Tweet 1. Aigle Azur a forcé mon bébé noir à être changé sur un sol crasseux pendant que les mères blanches recevaient des tapis de change. Voyager en étant noir. Tweet 2. Quand j'ai protesté, ils ont appelé la sécurité, annoncé mon siège publiquement et m'ont séparé de mon enfant. Aigle Azur, voilà à quoi ressemble la discrimination raciale. Tweet 3. Mon bébé a maintenant une éruption sévère à cause de votre racisme. Aigle Azur. Combien d'autres mères noires et leurs bébés avez-vous traités ainsi? Ça s'arrête maintenant. Ces tweets explosèrent en quelques heures, atteignant des centaines de milliers de retweets et des millions de vues. Le hashtag #MamanSolCrack commença à devenir viral. Sophie Martin, la passagère qui avait filmé l'incident à l'aéroport, partagea sa propre vidéo, amplifiant l'indignation. Amina reçut des messages de soutien du monde entier, mais aussi des menaces terrifiantes. « Tu mens pour l'argent », siffla une voix masculine au téléphone. « On sait où tu vis. » Amina verrouilla sa porte, le cœur battant, vérifiant 2 fois que les fenêtres étaient fermées. Elle contacta Malik, qui lui proposa de rencontrer une alliée inattendue, Claire Dubois, une journaliste d'investigation renommée du Le Monde. Claire, connue pour ses enquêtes sur les injustices sociales, accepta de rencontrer Amina dans un café discret à Marseille. « Ce que vous avez vécu n'est pas un incident isolé », expliqua Claire, ses lunettes glissant sur son nez alors qu'elle prenait des notes. « J'enquête sur Aigle Azur depuis des mois. Votre vidéo est l'élément déclencheur qu'il nous fallait. » Malik révéla qu'il faisait partie d'un réseau informel d'employés d'Aigle Azur qui documentaient les discriminations. « Ils utilisent des algorithmes pour classer les passagers », expliqua-t-il. « Les noms à consonance africaine ou maghrébine, les codes postaux de banlieue, tout ça baisse votre score de valeur client. » Amina sentit la colère monter. « Ils codent le racisme dans leur système ?» « Exactement, » répondit Malik. « Et ils forment le personnel à ignorer les plaintes. » Ce soir-là, en préparant le sac à langer d'Idriss, Amina trouva quelque chose qui la glaça. Un petit dispositif noir, un traceur GPS, caché dans une poche intérieure. Quelqu'un suivait ses déplacements. Elle appela immédiatement Claire. « Ne touchez à rien, » ordonna la journaliste. « Je vais faire analyser ça. » Claire mit Amina en contact avec un groupe de hackers éthiques,
les ombres numériques, qui acceptèrent d'enquêter sur les systèmes informatiques d'Aigle Azur. Pendant ce temps, la réponse officielle d'Aigle Azur arriva, 8 heures après les tweets d'Amina. Une déclaration stérile qui attisa la colère en ligne. Aigle Azur valorise tous ses clients et enquête sur cet incident isolé. Nous regrettons tout malentendu. Le terme « malentendu » déclencha une nouvelle vague d'indignation. Une influenceuse française, Amélie Roche, avec 10 millions d'abonnés, retweeta la vidéo d'Amina avec un commentaire cinglant. Ce n'est pas un malentendu, c'est du racisme. Boycotter Aigle Azur. À midi, les grandes chaînes d'information diffusaient l'histoire. Les actions d'Aigle Azur chutèrent de 6% en une journée. Amina, assise sur son canapé, Idriss endormi à ses côtés, regardait son expérience personnelle devenir une nouvelle internationale. Son téléphone sonna à nouveau. « C'est Malik. On doit parler, mais pas ici. Retrouve-moi demain à la brasserie du port. Viens seul. » Mimia. Le lendemain, Malik arriva au café, nerveux, jetant des regards par-dessus son épaule. « Je risque tout en te parlant, » murmura-t-il, glissant une clé USB sur la table. Des documents internes. Aigle Azur a une politique de priorisation client qui n'est qu'un euphémisme pour du racisme institutionnalisé. Il y a un forum secret où les employés noirs partagent leurs expériences. « Depuis combien de temps ça dure ?» demanda Amina. « Des années. Des dizaines d'employés ont été licenciés pour avoir parlé. Ton histoire nous a donné le courage de nous organiser. » Alors qu'Amina rentrait chez elle, son téléphone vibra avec un courriel d'Aigle Azur. Une erreur de plus. Elle avait été incluse par mégarde dans une communication interne sur la gestion de crise. Un dirigeant écrivait « La situation Diallo doit être neutralisée. Discréditez-la, vite !» Amina sentit son sang se glacer. Ce n'était que le début. La lumière tamisée du café marseillais où Amina Diallo était assise ne suffisait pas à calmer les battements de son cœur. Les menaces s'intensifiaient et son téléphone vibrait sans cesse avec des messages anonymes. « Arrêtez maintenant, ou votre fils en paiera le prix. » Aigle Azur avait porté plainte contre elle pour diffamation, réclamant 2 millions d'euros, une somme qu'elle n'avait pas et qu'il savait pertinemment hors de portée. Pourtant, Amina n'était plus seule. Autour d'une table usée par le temps, Héloïse Martin, une avocate des droits humains au regard perçant, feuilletait un dossier épais contenant les documents fournis par Malik Touré, l'employé d'aéroport qui risquait tout pour l'aider. À ses côtés, Claire Dubois, la journaliste d'investigation, tapait frénétiquement sur son ordinateur portable, tandis que Sophie Martin, la passagère qui avait filmé l'incident à l'aéroport, apportait son propre témoignage. « Ils veulent vous briser financièrement et émotionnellement », déclara Héloïse, sa voix calme mais ferme, typique de l'élégance contenue des avocats parisiens. « Mais nous avons quelque chose qu'ils sous-estiment. La vérité. Et des preuves. » La vidéo d'Amina, montrant son fils Idriss pleurant sur le sol crasseux des toilettes de l'avion, avait enflammé les réseaux sociaux. Le hashtag #MamanSolCrack dominait les tendances en France et au-delà, relayé par des parents indignés, des activistes et même des célébrités comme Amélie Roche qui continuaient d'amplifier la cause. Mais Aigle Azur contre-attaquait avec une férocité calculée. Une campagne de désinformation avait commencé, orchestrée par une agence de relations publiques connue pour ses méthodes douteuses, Média-Vérité. Des articles diffamatoires surgissaient dans des tabloïds, accusant Amina d'être une opportuniste, une chasseuse de scandales qui inventait des accusations de racisme pour se faire un nom. Une publication affirmait qu'elle avait déjà intenté des plaintes similaires contre d'autres entreprises, des allégations totalement fabriquées. Pire encore, son employeur, un magazine culturel parisien, l'avait mise en congé forcé. « C'est une décision commerciale », avait marmonné son rédacteur en chef, Paul Vasseur, évitant son regard. « Vos ennuis avec Aigle Azur perturbent nos annonceurs. » Amina, qui avait toujours été fière de son travail de journaliste indépendante, sentit le sol se dérober sous ses pieds. Mais ce n'était qu'un début. Quelques jours après ses tweets viraux,
Un incident alarma Amina bien au-delà des attaques médiatiques. En rentrant chez sa mère à Aubervilliers, où Idriss était gardé, elle trouva l'appartement sens dessus-dessous. Les fenêtres étaient ouvertes, des tiroirs renversés, et une odeur âcre flottait dans l'air. Sa mère, Fatou, une femme d'une résilience forgée par des années de lutte en tant qu'immigrée malienne en France, était bouleversée, mais indemne. « Quelqu'un est entré par effraction, » murmura-t-elle, tenant Idriss dans ses bras. « Ils n'ont rien volé, mais ils ont laissé ça. » Sur la table de la cuisine, une note manuscrite disait « Abandonné, ou la prochaine fois, ce sera pire. » Amina sentit une vague de panique l'envahir, mais elle refusa de céder. Elle appela immédiatement Claire, qui alerta les ombres numériques, le groupe de hackers éthiques qui enquêtait sur Aigle Azur. Ces derniers découvrirent que l'appartement avait été équipé de micros cachés, probablement installés lors de l'effraction. « Ils vous surveillent de près », expliqua Léo, un jeune hacker aux lunettes épaisses, lors d'une réunion secrète dans un bureau discret du 11e arrondissement. Mais nous avons trouvé autre chose. Leurs systèmes informatiques utilisent un algorithme appelé « optimisation de service » qui attribue des scores aux passagers en fonction de critères comme le nom, le lieu de résidence et même le mode de paiement. Les noms à consonance africaine ou maghrébine, les codes postaux des banlieues comme Aubervilliers ou Saint-Denis, tout cela fait baisser votre score. Amina sentit son estomac se nouer. Donc, ce n'était pas juste une hôtesse raciste, c'est codé dans leur système? Léo hocha la tête. Exactement. Et les pannes des tables allongées? Pas un hasard. Les données montrent que les toilettes des classes économiques, souvent utilisées par des passagers moins prioritaires, sont laissées en mauvais état intentionnellement. Héloïse, qui écoutait attentivement, prit la parole. Ces documents sont une bombe. Avec ça, nous pouvons monter un dossier pour une action collective. Mais il nous faut plus de témoignages. Malik, qui avait rejoint la réunion malgré les risques, apporta une lueur d'espoir. Il y a un réseau souterrain d'employés d'Aigle Azur, surtout des Noirs et des Maghrébins, qui documentent ces pratiques depuis des années. J'ai des contacts prêts à parler, mais ils ont peur des représailles. Amina pensa à Julien Moreau, le steward qui lui avait murmuré des excuses pendant le vol. Elle le contacta et, après une hésitation, il accepta de témoigner anonymement. « Ils nous forment à repérer les passagers à faible valeur », expliqua-t-il lors d'un appel sécurisé. Des mots codés comme « client nécessitant une allocation de service » ou « optimisation des ressources ». Mais on sait tous ce que ça veut dire. Moins de services pour les Noirs, les Arabes, les pauvres. Julien fournit des notes de formation interne confirmant l'existence de sessions où les employés apprenaient à identifier des passagers selon des stéréotypes raciaux sans jamais mentionner explicitement la race. Pendant ce temps, Claire Dubois publia un article explosif dans Le Monde, intitulé « Aigle Azur, un système de discrimination codé dans le ciel ». L'article, basé sur les documents de Malik et les témoignages anonymes, déclencha une vague de manifestations devant les aéroports de Roissy, Orly et Marseille-Provence. Des pancartes proclamaient « Plus de racisme dans les airs » et « Dignité pour tous ». Sophie Martin, la passagère qui avait soutenu Amina, organisa un sit-in avec d'autres mères à l'aéroport de Marseille, brandissant des photos d'Idriss pour symboliser l'injustice. Mais Aigle Azur ripostait. Une série d'articles calomnieux apparut, accusant Amina d'avoir falsifié sa vidéo. Une chaîne de télévision conservatrice invita un « expert » qui affirma que l'éruption cutanée d'Idriss était probablement due à une mauvaise hygiène maternelle. Amina, blessée mais déterminée, refusa de répondre à ces provocations. « Ils veulent me pousser à l'erreur », confia-t-elle à Héloïse. « Ils veulent que je perde mon sang-froid pour me discréditer. » Un soir, alors qu'Amina préparait un biberon pour Idriss, un appel anonyme la fit sursauter. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez, Madame Diallo, » dit une voix grave. « Laissez tomber, ou votre mère ne sera pas la seule à avoir des ennuis. » Quelques heures plus tard, un incendie mystérieux éclata dans l'immeuble de Fatou. Par miracle, elle et Idriss s'en sortirent indemnes, mais l'appartement était inhabitable. Amina, dévastée,
emménagea temporairement dans un petit hôtel à Marseille, sous la protection d'un garde du corps bénévole organisé par Héloïse. Les ombres numériques découvrirent un lien troublant. L'incendie coïncidait avec une réunion secrète entre Pierre Lefebvre, un haut dirigeant d'Aigle Azur, et un homme politique connu pour ses discours anti-immigration, le sénateur Jacques Morel. Ce dernier, membre influent du comité des transports de l'Assemblée nationale, avait des parts dans Aigle Azur via des trusts opaques. Ce n'est pas juste une compagnie aérienne, expliqua Léo. C'est un réseau. Ils ont des connexions jusqu'au sommet. Malik, qui continuait de fouiller dans les archives internes d'Aigle Azur, fournit un nouveau lot de documents, des courriels entre Lefebvre et des cadres supérieurs, discutant de l'équilibre démographique des passagers pour maximiser les profits. Un courriel mentionnait explicitement « Les plaintes des segments à faible valeur doivent être classées comme non prioritaires. Offrez des bons, ignorez le reste. » Ces révélations renforcèrent le dossier d'Héloïse, qui déposa une plainte collective au nom de 150 passagers ayant vécu des discriminations similaires. Sophie, devenue une alliée fidèle, mobilisa d'autres victimes via des forums en ligne, ajoutant des dizaines de témoignages. Mais les représailles s'intensifièrent. Julien fut licencié pour performance insuffisante, une excuse à peine crédible. Malik reçut des menaces anonymes et son casier à l'aéroport fut vandalisé avec un message raciste. Amina elle-même fut convoquée par les services de protection de l'enfance après une dénonciation anonyme, prétendant qu'Idriss était négligé. L'inspectrice, une femme compatissante nommée Nadia, conclut rapidement que tout allait bien, mais murmura à Amina « Je reconnais les tactiques d'intimidation. Ma sœur a vécu la même chose avec une autre compagnie. Continuez à vous battre. » Claire, de son côté, reçut une injonction judiciaire d'Aigle Azur exigeant qu'elle retire son article sous peine de poursuite. Mais elle contre-attaqua en publiant un second article, révélant les liens financiers entre Jacques Morel et Pierre Lefebvre. L'article fit l'effet d'une bombe, obligeant Morel à se retirer temporairement du comité des transports. Les manifestations prirent une ampleur européenne avec des rassemblements à Bruxelles et Madrid. Les ombres numériques piratèrent une base de données interne d'Aigle Azur, révélant que l'algorithme optimisation de services était utilisé non seulement par Aigle Azur, mais aussi par d'autres compagnies aériennes partenaires à travers l'Europe. C'est une industrie entière qui fonctionne ainsi, expliqua Léo à Amina. Ils partagent leurs meilleures pratiques lors de retraites secrètes. Alors que la pression montait, Amina reçut un appel inattendu de Camille Lefort, l'hôtesse qui l'avait humiliée sur le vol. « Je veux vous rencontrer », murmura Camille, la voix tremblante. « Ils m'ont formé pour vous traiter ainsi. Je ne peux plus vivre avec ça. » La rencontre eut lieu dans un parc discret à Marseille, sous la surveillance des ombres numériques pour garantir la sécurité. Camille, les yeux rougis, expliqua « On nous apprend des mots codés. Passagers à allocation restreinte, optimisation du confort. Mais c'est toujours dirigé contre les mêmes personnes, les Noirs, les Maghrébins, les familles pauvres. J'ai cru que c'était normal, une question de business, mais votre vidéo, votre bébé, je ne peux plus faire semblant. » Elle tendit à Amina un carnet de notes prises lors des formations, détaillant comment les hôtesses étaient encouragées à ignorer les plaintes des segments non prioritaires. Ce témoignage fut un tournant. Héloïse l'intégra au dossier, renforçant l'accusation de discrimination systémique. Mais la victoire semblait encore loin. Un matin, Amina apprit que son compte bancaire avait été gelé pour activité suspecte. Son propriétaire, un homme nerveux nommé M. Dupont, l'informa qu'il devait réévaluer son bail à cause de plaintes des voisins sur l'attention médiatique autour de son appartement. « Ils vous ont contacté, n'est-ce pas ?» demanda Amina, les yeux plissés. Dupont bafouilla, confirmant ses soupçons. Plus tard, Malik disparut. Son téléphone ne répondait plus et son adresse e-mail professionnelle était désactivée. Claire découvrit qu'il avait été agressé près de l'aéroport et hospitalisé dans un état critique.
Ils ne reculeront devant rien, murmura Héloïse, son visage marqué par l'épuisement. Mais nous non plus. Alors qu'Amina se préparait à témoigner devant le comité des transports de l'Assemblée nationale, un dernier coup dur arriva. Les ombres numériques interceptèrent un courriel interne d'Aigle Azur, signé par Pierre Lefebvre, ordonnant une stratégie de discrédit total contre Amina. Le plan incluait la diffusion d'articles fabriqués sur son passé, des pressions sur ses anciens collègues et même des tentatives pour l'allier à des groupes extrémistes. Mais un élément inattendu donna à Amina un nouvel espoir. Camille accepta de témoigner publiquement, brisant son contrat de confidentialité avec Aigle Azur. « Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait, dit-elle à Amina, mais je peux aider à arrêter ça. » Alors que les murs semblaient se refermer, la détermination d'Amina s'aiguisait. Elle n'était plus seulement une mère défendant son fils, elle était devenue le visage d'un mouvement qui menaçait de renverser un système profondément enraciné. Mais à quel prix? Les menaces contre sa famille, les attaques contre ses alliés, et l'ombre grandissante de Pierre Lefebvre laissaient présager une bataille encore plus féroce. Dans la lumière crue de la salle du comité des transports de l'Assemblée nationale, Amina Diallo se tenait droite, ses mains serrées autour d'un dossier épais, le regard fixé sur les visages sévères des sénateurs et des représentants d'Aigle Azur. Idriss, son fils de 6 mois, était en sécurité avec sa grand-mère Fatou dans une chambre d'hôtel protégée par des agents privés engagés par Héloïse Martin, son avocate. Les marques de l'éruption cutanée sur la peau d'Idriss s'étaient atténuées, mais elles restaient gravées dans la mémoire d'Amina comme un rappel de l'injustice qui l'avait mené jusqu'ici. Refuser le règlement de 5 millions d'euros proposé par Aigle Azur avait été une décision déchirante. Ce montant aurait assuré un avenir confortable pour Idriss, mais les clauses cachées du contrat, un accord de confidentialité draconien et une clause empoisonnée annulant le règlement si d'autres plaintes similaires émergeaient, l'avaient convaincu que signer équivalait à trahir toutes les autres victimes. Aujourd'hui, dans cette salle intimidante ornée de boiseries anciennes et de drapeaux tricolores, Amina était prête à affronter Pierre Lefebvre, le dirigeant d'Aigle Azur, et son équipe de costumes impeccables. Le sénateur Jacques Morel, compromis par ses liens financiers avec la compagnie, avait été contraint de se retirer du comité, mais son ombre planait encore. Héloïse, assise à côté d'Amina, murmura « Reste factuel, ils chercheront à te provoquer pour te discréditer. » Amina hocha la tête, déterminée à ne pas leur donner cette satisfaction. Le président du comité, le sénateur Antoine Dubois, un homme au visage impassible mais connu pour son impartialité, ouvrit la séance. Les accusations de discrimination systémique contre Aigle Azur sont graves. Ce comité examinera les preuves avec rigueur, mais nous devons éviter les jugements hâtifs amplifiés par les réseaux sociaux. Amina sentit une pointe d'appréhension. Malgré les preuves accablantes, la vidéo virale, les documents internes de Malik, les témoignages de Julien et Camille et l'enquête de Claire Dubois dans Le Monde, la puissance d'Aigle Azur semblait encore intouchable. Lorsque son tour de témoigner arriva, Amina parla d'une voix claire, presque musicale, comme si elle racontait une histoire qu'elle avait répétée 1000 fois dans sa tête. Elle décrivit l'incident du vol Denis 703, la table à langer cassée, le sol crasseux où elle avait dû changer Idriss et l'humiliation publique orchestrée par l'hôtesse Camille Lefort. Elle présenta les documents internes révélant l'algorithme optimisation de service qui classait les passagers selon des critères raciaux codés et les notes de formation remises par Camille, prouvant que les employés étaient formés à marginaliser certains groupes. Ce n'est pas une erreur isolée, conclut-elle. Aigle Azur a construit un système de discrimination déguisé en politique d'entreprise. Les sénateurs écoutaient, certains prenant des notes, d'autres échangeant des regards sceptiques. Les questions commencèrent, et elles étaient incisives. Le sénateur Claude Bernard, un allié discret de l'industrie aéronautique, demanda « Madame Diallo, n'avez-vous jamais déposé de plaintes similaires auparavant? Votre soudain activisme ne serait-il pas motivé par une quête de notoriété? » Héloïse intervint immédiatement. « Objection. Cette question insinue un motif sans fondement. Ma cliente est une victime de discrimination qui a choisi de parler. » Amina répondit calmement. « Non, sénateur,
Je n'ai jamais déposé de telle plainte. Mais je ne suis pas la seule victime. Des centaines de passagers ont partagé des expériences similaires. Un sénateur plus jeune, Marie Leclerc, demanda « Vous affirmez que l'incident était intentionnel. Comment expliquez-vous que d'autres bébés, de toutes origines, n'aient pas été ciblés ce jour-là » Amina montra la vidéo de Sophie Martin, la passagère qui avait filmé l'hôtesse offrant un tapis de change à une mère blanche. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Les mères blanches ont reçu un traitement privilégié. La tension dans la salle était palpable. Pierre Lefebvre, assis de l'autre côté, évitait son regard, murmurant à ses avocats. Puis vint le moment décisif. Héloïse demanda à appeler un témoin surprise, malgré les objections du sénateur Bernard. Camille Lefort, l'hôtesse qui avait humilié Amina, monta à la barre, ses mains tremblantes mais sa voix ferme. « J'ai travaillé pour Aigle Azur pendant 5 ans, commença-t-elle. On nous a formés à identifier des passagers à faible valeur, avec des mots codés comme « client » à « allocation restreinte ». Les exemples dans les vidéos de formation montraient toujours des personnes noires ou maghrébines. J'ai suivi ces instructions sur le vol de 763 et je le regrette profondément. Elle présenta des enregistrements audio de sessions de formation où les instructeurs utilisaient un langage soigneusement neutre pour justifier des pratiques discriminatoires. La salle éclata en murmures. Le sénateur Dubois, visiblement secoué, insista pour que Camille poursuive. Elle décrivit comment les plaintes étaient systématiquement ignorées, avec des bons de 50 € offerts pour apaiser les passagers, et comment les employés qui protestaient étaient licenciés. J'ai été menacé après avoir contacté Madame Diallo, mais je ne peux plus me taire. Le témoignage de Camille changea la dynamique. Les sénateurs, même les plus sceptiques, ne pouvaient ignorer les preuves. À la fin de l'audience, le comité vota à une large majorité pour lancer une enquête nationale sur les pratiques discriminatoires dans l'industrie aéronautique, malgré les protestations de Bernard. Dehors, des manifestants brandissaient des pancartes avec le visage d'Idriss et le slogan « Dignité pour tous ». Les actions d'Aigle Azur chutèrent de 15% supplémentaires et les rumeurs de faillite commencèrent à circuler. Pierre Lefebvre, dans une tentative désespérée de sauver la face, apparut à la télévision nationale, exprimant des regrets profonds pour tout malentendu, tout en niant l'existence d'un système discriminatoire. Mais ces mots sonnaient creux, et un mème de son expression maladroite devint viral, amplifiant les dégâts. Amina, épuisée mais galvanisée, reçut un appel de Claire Dubois le soir même. « Nous avons une fuite massive », annonça la journaliste. Les ombres numériques avaient publié l'intégralité des communications internes d'Aigle Azur sur un site sécurisé, accessible aux médias. Les courriels révélaient des discussions explicites sur la gestion démographique et des instructions pour décourager les segments non rentables de voyager régulièrement. Un courriel de Lefebvre lui-même ordonnait « assurer une dénégation plausible à tout prix ». Cette fuite déclencha une tempête médiatique. Les grandes chaînes européennes, de la BBC à Arte, reprirent l'histoire, et des manifestations éclatèrent dans les aéroports de Lisbonne, Berlin et Rome. Sophie Martin, désormais figure publique, organisa une marche des mères à Paris, où des centaines de familles défilèrent avec des poussettes, exigeant des réformes. Mais les représailles ne tardèrent pas. Malik Touré, toujours hospitalisé après son agression, reçut d'une visite menaçante d'hommes se faisant passer pour des agents de sécurité. Julien Moreau disparut, son téléphone déconnecté. Héloïse apprit que sa licence d'avocate faisait l'objet d'une enquête pour violation éthique, une accusation fabriquée par des avocats liés à Aigle Azur. Amina elle-même fut confrontée à une nouvelle horreur. Un soir, en rentrant à son hôtel, elle trouva sa chambre saccagée, avec une poupée décapitée posée sur son lit, un message clair. « Arrêtez maintenant ». Elle appela immédiatement Héloïse, qui organisa son transfert dans une maison sécurisée à Lyon, gérée par une ONG de défense des droits humains. Là, Amina rencontra d'autres victimes d'Aigle Azur. Amadou, un ancien bagagiste licencié pour avoir dénoncé des fouilles ciblées sur des passagers maghrébins. Léa, une agente de réservation qui avait été harcelée après avoir signalé des irrégularités, et Fatima,
une passagère qui avait vécu une humiliation similaire à celle d'Amina 6 mois plus tôt. Il se surnommait l'équipe Vérité, un réseau clandestin déterminé à faire tomber Aigle Azur. Un nouvel allié émergea, François Lambert, un ancien cadre d'Aigle Azur qui avait quitté l'entreprise après avoir découvert ses pratiques. Il contacta Amina via un canal sécurisé. « Je ne peux plus rester silencieux, dit-il. J'ai des enregistrements de réunions du conseil où Lefebvre parlait ouvertement de profils indésirables. Il est soutenu par un réseau de puissants, y compris des politiciens et des investisseurs. » François fournit des fichiers cryptés, confirmant que Lefebvre avait des liens avec des groupes d'extrême droite à travers des fondations opaques. Pire encore, il révéla que les pratiques d'Aigle Azur étaient exportées vers des compagnies aériennes en Afrique et en Asie, où les régulations étaient plus faibles. Lefebvre ne construit pas seulement une compagnie, expliqua François. Il construit un empire mondial basé sur la discrimination. Le point de bascule survint lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration d'Aigle Azur. Lefebvre, croyant son micro éteint, fut enregistré disant « Ces gens doivent rester à leur place. Nous offrons un service premium pour des clients premium. S'ils veulent une légalité, qu'ils prennent des compagnies low cost. » L'enregistrement, publié par les Ombres numériques, déclencha un effondrement boursier de 70% en une journée. Les investisseurs institutionnels vendirent massivement et des partenaires clés, comme des agences de voyage en ligne, rompirent de leurs contrats. Les employés d'Aigle Azur, inspirés par le courage de Camille, organisèrent une grève massive. Des hôtesses, des bagagistes et même des pilotes portaient des badges proclamant « Je ne vole pas pour un ciel raciste ». Plus de 80% des vols furent annulés, paralysant les opérations. Amina, désormais remise de ses émotions, affronta Lefebvre lors d'une assemblée des actionnaires où elle représentait un investisseur solidaire. Alors qu'il tentait de rejeter les accusations comme du militantisme opportuniste, Amina s'avança vers le micro. « Monsieur Lefebvre, vous avez choisi la mauvaise mère à défier, » dit-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. Vous pensiez que votre pouvoir et votre argent pouvaient me faire taire. Vous étiez prêt à blesser un bébé pour protéger votre système. Mais vous avez sous-estimé une chose. Une mère est devenue des milliers. Votre empire s'effondre parce que vous croyez votre privilège intouchable. La salle éclata en applaudissements. Lefebvre, rouge de colère, tenta de la faire expulser, mais plusieurs agents de sécurité, ayant rejoint la grève, refusèrent d'obéir. Dans un vote d'urgence, le Conseil révoqua Lefebvre de ses fonctions opérationnelles, bien qu'il conservât ses parts. Quelques semaines plus tard, Amina se tenait sur les marches du palais de justice de Paris, entourée de journalistes et de supporters. Héloïse annonça un règlement historique. Aigle Azur verserait 1,5 milliard d'euros aux victimes de discrimination, le plus important règlement pour les droits civiques dans l'histoire du transport européen. Aucun accord de confidentialité ne musellera les victimes, déclara Héloïse. Aigle Azur s'engage à une transparence totale et à un contrôle indépendant pendant 10 ans. La compagnie, rebaptisée Unité Air, changea de direction et adopta des formations élaborées avec des ONG de droits humains. Amina fut nommée à la Commission nationale pour l'équité dans les transports, où elle proposa la « règle Idriss », obligeant toutes les compagnies aériennes à maintenir des installations de change fonctionnelles et hygiéniques, quel que soit le type de cabine. Le premier anniversaire d'Idriss fut célébré dans un parc parisien, entouré de supporters et d'anciens plaignants. L'enfant, qui avait été forcé de reposer sur un sol crasseux, courait maintenant parmi les invités, inconscient de son rôle dans la transformation d'une industrie. Julien et d'autres employés licenciés furent réintégrés avec des promotions. Malik, rétabli, devint le premier directeur de la diversité d'Unité Air. Amina utilisa une partie du règlement pour créer la Fondation Idriss, dédiée à l'équité dans les transports et au soutien des lanceurs d'alerte. Mais une ombre persistait. Pierre Lefebvre avait disparu à l'étranger. Son jet privé repéré dans un paradis fiscal. Bien qu'écarté d'Aigle Azur, il avait liquidé une grande partie de sa fortune avant que les autorités ne puissent geler ses avoirs. « Nous avons gagné une bataille », avertit Héloïse.
Mais des gens comme lui ne s'avouent jamais vaincus. Dans un discours émouvant au Musée national des droits civiques à Lyon, Amina déclara: Une mer sur un sol crasseux est devenue une armée pour le changement. Ce qui est arrivé à Idriss et moi n'était ni nouveau ni unique. La seule différence est que j'ai pu documenter et être entendu. Notre victoire appartient à ceux qui ont souffert en silence avant nous, et notre travail continue pour ceux qui affrontent encore la discrimination. Alors qu'elle parlait, des nouvelles inquiétantes émergèrent. François Lambert révéla que Lefebvre finançait une nouvelle entreprise de transport en Afrique utilisant les mêmes algorithmes discriminatoires. Amina, désormais une figure mondiale de la lutte pour l'équité, savait que la bataille était loin d'être terminée. Mais en regardant Idriss jouer, elle murmura: « Ce n'est que le début. » La justice n'avait pas de frontières, et son combat non plus. L'histoire d'Amina Diallo, une mère confrontée à la discrimination systémique d'Aigle Azur, transcende le simple récit d'une injustice pour devenir une puissante leçon d'humanité, de résilience et de lutte pour la dignité, profondément ancrée dans les valeurs françaises de justice, d'égalité et de solidarité. En France, pays des Lumières, où la défense des droits humains est un pilier culturel, l'épreuve d'Amina, qui a transformé une humiliation personnelle en un mouvement mondial pour l'équité dans les transports, nous invite à réfléchir à notre rôle face aux injustices quotidiennes et à tirer des leçons concrètes pour nos vies. Tout commence par le courage. Amina, journaliste indépendante de 32 ans, n'était pas une activiste lorsqu'elle embarqua sur le vol 2703 avec son fils Idriss, face à l'humiliation infligée par l'hôtesse Camille Lefort, qui l'a forcée à changer son bébé sur le sol crasseux des toilettes d'un avion pendant que des mères blanches recevaient des tapis de change. Amina aurait pu se taire, comme tant d'autres avant elle. Mais elle a choisi de parler, de filmer l'incident et de le partager sur les réseaux sociaux, malgré les menaces qui suivirent. Ce courage évoque l'esprit de figures françaises comme Simone Veil ou Émile Zola, qui ont défié des systèmes oppressifs au nom de la vérité. Pour nous, cela signifie qu'il faut oser dénoncer les injustices, qu'il s'agisse d'un commentaire raciste au travail, d'un traitement inégal dans un service public ou d'une discrimination dans notre entourage. Le silence, comme Amina l'a appris, équivaut à une complicité tacite avec l'injustice. Ensuite, l'histoire d'Amina met en lumière l'importance cruciale de la documentation. En filmant la table à l'Angers cassé et le sol immonde, elle a transformé une expérience personnelle en une preuve irréfutable, empêchant Aigle Azur de rejeter son cas comme un malentendu. Cette rigueur, si chère à la culture française où le débat public valorise les faits, nous enseigne qu'il faut consigner les injustices. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par la tenue d'un journal d'incidents, la conservation d'emails ou la collecte de témoignages lorsque nous faisons face à une discrimination, que ce soit au travail ou ailleurs. Les preuves donnent du poids à nos voix, tout comme la vidéo d'Amina a amplifié son combat. La solidarité est une autre leçon majeure. Amina n'a pas triomphé seule. Elle a été soutenue par Malik Touré, un employé d'aéroport qui a risqué sa carrière pour fournir des documents internes, par Claire Dubois, une journaliste qui a amplifié son histoire dans Le Monde, par Sophie Martin, une passagère qui a filmé l'incident, et par les ombres numériques, des hackers éthiques qui ont révélé les secrets d'Aigle Azur. Ensemble, ils ont transformé une plainte individuelle en un mouvement global. En France, où la solidarité est ancrée dans des moments historiques comme Mai 68 ou les grandes grèves sociales, cela nous rappelle l'importance de chercher des alliés. Que ce soit en rejoignant une association comme SOS Racisme, en participant à une manifestation ou en soutenant un collègue victime d'injustice, la force collective rend l'impossible réalisable. La résilience face à l'intimidation est également centrale. Amina a subi des attaques féroces. Articles diffamatoires, un incendie suspect chez sa mère, un traceur GPS dans le sac d'Idriss et même une agression contre Malik. Pourtant, elle a tenu bon, soutenue par son avocate Héloïse Martin et son réseau d'alliés. Cette résilience reflète l'esprit français de « tenir le cap », comme lors de la Résistance. Dans nos vies, cela nous pousse à persévérer face aux obstacles,
qu'il s'agisse de pression professionnelle ou de critiques sociales, en s'appuyant sur des soutiens juridiques ou communautaires. Enfin, l'histoire d'Amina souligne que la lutte contre la discrimination exige une vigilance constante, même après le règlement historique de 1,5 milliard d'euros et la transformation d'Aigle Azur en Unité Air. Pierre Lefebvre a continué ses pratiques discriminatoires à l'étranger. Amina l'a dit elle-même. La discrimination ne disparaît pas, elle évolue. En France, où l'égalité est au cœur de la devise républicaine, cela nous invite à rester attentifs aux formes subtiles de discrimination, un regard biaisé, une opportunité refusée, un traitement inégal, et à soutenir des initiatives comme la Règle Idriss pour promouvoir l'équité. Dans la vie quotidienne, ces leçons se traduisent par des actions concrètes. Parler face à une injustice, même minime. Documenter les faits avec rigueur. Chercher des alliés dans nos communautés. Persévérer malgré les obstacles. Et rester vigilant face aux préjugés, y compris les nôtres. En France, où l'engagement citoyen est une tradition, chaque geste compte. Voter pour des politiques équitables, soutenir des médias indépendants, ou éduquer nos enfants à l'égalité. L'histoire d'Amina nous montre qu'une mère ordinaire, avec une vidéo et une détermination sans faille, peut changer une industrie entière. Elle nous rappelle que chacun de nous, à notre échelle, peut faire avancer la justice. Cette histoire d'Amina Diallo n'est pas seulement un récit, c'est un appel à l'action. Si vous avez été touché par son courage, par sa lutte pour la dignité de son fils Idriss et par son combat contre un système oppressif, montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton J'aime pour amplifier ce message d'espoir et de justice. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que l'histoire d'Amina inspire d'autres à se lever contre l'injustice. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire de courage et de changement, car ensemble, nous pouvons faire entendre les voix des oubliés. Et dans les commentaires, partagez vos propres expériences. Avez-vous déjà été témoin ou victime d'une discrimination? Avez-vous osé parler malgré la peur? Tapez 1. Si vous croyez que chacun mérite d'être traité avec dignité, peu importe son origine, votre voix compte et ensemble, nous pouvons construire un monde où la justice n'a pas de frontières. Restez vigilants, restez engagés et continuons ce combat pour l'égalité.